Bonjour à tous, désolé pour le petit retard. J'étais en train de faire une petite nouvelle manip technique. Aujourd'hui, on a Margot Gardos qui va nous présenter le suivi sur les félins de Guyane. Margot. Merci. Alors, attendez. Moi, je m'appelle Margot Grados. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille à l'Office français de la biodiversité, à l'unité technique et connaissances de Guyane. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu les suivis que j'ai fait cette année. Donc moi, dans mon travail, j'ai deux grands volets. J'ai un volet d'acquisition de connaissances sur la chasse et l'acquisition de connaissances sur les félins. Donc c'est ce volet-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça va être très succinct, c'est surtout voilà, les suivis qu'on a faits et les principaux résultats. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails des résultats. Alors, je vais commencer par... Ah, attends, c'est ça que j'avais là-bas ? Oui, pardon. Je vais commencer par un petit peu de contexte. Donc, les félins en Guyane, c'est des espèces, les félins et surtout particulièrement les jaguars, c'est des espèces qui sont assez importantes écologiquement parlant. Elles ont un rôle important dans l'écosystème. Elles peuvent influencer du coup la petite faune, c'est des prédateurs, et ça va du coup influencer jusqu'à la flore. Donc, ça fait partie des espèces importantes. Ici en Guyane, on a la chance d'avoir une bonne conservation des zones forestières, surtout à l'échelle internationale. Par rapport à nos voisins, on est vraiment presque un corridor écologique en entier. Mais bon, malgré ça, qu'on a une bonne conservation de la forêt, on a sur le littoral une forte urbanisation et un développement des zones agricoles. Et ça induit de plus en plus de zones de contact entre les habitants et la faune. Et donc ça peut créer des conflits. Donc c'est pour ça que voilà, les félins, les jaguars en particulier, c'est des espèces qui ont des enjeux sociétaux forts et écologiques aussi. Donc c'est pour ça qu'à l'UTC, l'unité technique connaissance, on a envie d'en apprendre plus à leur sujet pour pouvoir apporter des outils de gestion pour aider à apporter des outils de gestion. Donc voilà les différents suivis. Alors ça va être un peu gratuit en photo. J'avoue que j'en profite parce qu'on les montre pas souvent, donc je me suis un peu lâchée. Donc voilà, là cette année, je vais vous montrer les suivis qu'on a fait cette année. Donc on a 4 grands suivis pour cette année. Un premier suivi continu qui est en place depuis 2018 dans une ferme à Risquetout. Un suivi dans une réserve qui a été effectif pendant 4 mois. Une estimation de densité et un projet de sciences participatives qu'on a lancé avec l'INRAE, la BEX-SEBA, qui commence là en fin d'année. Je vais commencer par le premier suivi. Donc, c'est sur une ferme à Risquetout. Donc, c'est un endroit un petit peu particulier. C'est donc une zone agricole avec du bétail. Et les premiers contacts avec l'agriculteur, ça a été dans le cas de la coexistence homme-jaguar. Parce que ils avaient beaucoup d'attaques. Ils ont des chèvres sur l'exploitation et ils se faisaient manger beaucoup de chèvres. Donc, et depuis, il y a eu un suivi continu sur la zone. Donc pour le suivi, donc depuis 2018, on a 6 stations. Vous pouvez voir sur la carte. Donc en fait, il y a l'habitation, la bergerie un peu plus loin, et il y a une petite piste parce que tout autour, c'est les zones qui sont ouvertes, c'est les zones où il a du bétail. Mais il a laissé beaucoup de zones en forêt encore, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'agriculteurs, ce qui en fait encore plus une zone propice pour les attaques de jaguars. Ils peuvent se rapprocher à couvert très près du bétail. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Donc on a 6 stations, ça s'appelle. Donc voilà, c'est les 6 points qu'on voit ici, qui sont tous le long de la piste. On privilégie les stations sur les pistes parce que c'est là que se déplacent le plus les félins. Ils n'aiment pas dans les zones un peu ouvertes où ils peuvent marcher plus facilement. Et sur chaque station, donc on a 2 pièges photographiques. Donc c'est des appareils photo qui prennent automatiquement des photos quand il y a un animal qui passe devant. Sur chaque station, on met 2 pièges photos de part et d'autre de la piste. Ça, c'est principalement c'est pour les jaguars parce qu'ils ont des taches sur leur flanc. Et donc, grâce à ça, on peut les identifier. Donc, si on a un jaguar qui passe entre nos 2 appareils photo, on peut voir chaque flanc et on a une fiche d'identification pour cet individu précis. Donc voilà, sur cette ferme, il y a 6 stations et 12 pièges photos.
Là, c'est les espèces qu'il y a eu sur l'année 2021. Donc, le suivi est en cours depuis 2018, mais ça fait que depuis 2021 qu'on récupère les données de toutes les espèces qui passent, et pas uniquement des félins. Donc, ça nous donne juste une idée globale de ce qui se passe sur le site. C'est un site assez avec une bonne richesse, une grande richesse spécifique. On a 19 espèces différentes quand même, et 203 passages. Donc, un passage, c'est un animal qui passe devant. Et pour la faune qu'on n'arrive pas à différencier à l'individu, on compte un passage par heure. C'est-à-dire que si on a un animal qui va passer plusieurs fois, ce sera un nouveau passage dès qu'il y a une nouvelle heure qui se passe. On peut voir ici qu'on a beaucoup de grandes faunes. On a voilà, du puma, du jaguar, du grand tamanoir, de l'oslo. Très peu de petites faunes comme... Enfin, très peu. On a quand même l'agouti qui est pas mal, qui est dans le top 4, mais on a peu de tatous, et ça c'est opossum, donc c'est les pians globalement. Donc c'est vraiment une faune assez diverse et assez grande. Dans les 3 premières espèces, on a la moitié des passages. Donc là, c'est les pacs, les pumas et les jaguars. Ça montre qu'effectivement, notre protocole, il est bien ciblé félin, vu que ça fait partie de nos 3 espèces les plus présentes. Donc ça va être sur les pistes, ça fonctionne bien. Et ensuite, dans le top 4, bon, pacs et agoutis, ça reste des espèces qui sont assez communes, donc c'est pas étonnant de les voir assez présentes ici. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu donc, sur ce suivi à long terme qui a été fait. Donc là, c'est les données de présence de jaguars qu'on a depuis 2018 sur le site. Chaque ligne ici, c'est un nouvel individu. Donc en tout, en 5 ans, on a 19 individus qui sont passés sur la ferme. Alors évidemment, ce n'est pas au même moment, c'est sur les 5 ans. En moyenne, on est plus sur 7 jaguars par an, qui ne sont pas forcément là au même moment non plus, ça reste sur une année. Donc là, cette infographie, elle nous permet de voir, en haut, c'est la présence et l'accessibilité du bétail. C'est-à-dire qu'en bleu, c'est les fermes qui ont été enfermées et donc qui ne sont pas accessibles pour les jaguars, elles sont dans un enclos bien fermé. Mais ce qui est compliqué pour l'agriculteur, parce que du coup, il faut nourrir les chèvres, ça coûte de l'argent et il ne peut pas se permettre, lui, dans son exploitation, de faire que ça. Donc en jaune, c'est quand les chèvres sont de nouveau en liberté, quand il a ouvert. Et on voit bien que en jaune, et en dessous, c'est les attaques. Et ben, ça se fait bien attaquer dès que c'est assez disponible. Et ensuite, là, c'est un petit peu particulier. L'exploitant est parti juste là sur une durée d'1 an, il revient. Et du coup, il a laissé ses chèvres à un autre collègue. Donc, il n'y a plus de bétail sur la zone. Donc ça, c'est un peu les changements en haut toujours. Donc, après le bleu, les changements de couleur, on a des changements de bétail sur place. Il y a toujours des chevaux, il y a eu des buffles à un moment, qui sont quand même des espèces a priori qui ont moins de chances de se faire attaquer par des jaguars. En tout cas, on a moins dans les chiffres. C'est quand même assez massif, donc c'est moins un problème. Mais par contre, quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que sur la ferme, il y a également un centre de soins de faune sauvage. Donc sur place, il y a aussi des singes qui sont en une espèce de semi-liberté. Il y a un enclos en bas, mais justement, c'est plus pour les attaques que pour les singes. Et chose qui n'est jamais arrivée avant, mais en juin dernier, il y a eu une attaque sur les singes. Donc en bas, on voit les différentes attaques. Et donc, ce violet-là, c'est les chèvres. Ensuite, il y a eu une attaque sur un chien et ensuite sur les singes, ce qui était assez étonnant. On voit donc chaque individu, c'est plus ou moins foncé en fonction de si les individus sont passés souvent ou pas. Donc le très clair, c'est quand ils sont passés qu'une seule fois dans le mois. Et très foncé, c'est quand ils sont passés beaucoup. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment une dynamique, on voit une dynamique assez particulière de la présence de ces jaguars. La première année, en 2018, on a pas mal d'individus, on peut le voir, qui ne viennent pas forcément beaucoup, mais qui restent présents. En 2019, on voit donc l'individu qui s'appelle Sleepy. 2019-2020, qui est là tout le temps, vraiment, et on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'autres individus. Et là, en 2022, mars 2022, c'est la dernière fois qu'il y a Sleepy qui apparaît sur les pièges photos et on peut voir que, bam, il y a plein de nouveaux individus qui arrivent. Il y a 3 nouveaux mâles sur le site. Et donc, j'avoue que pour moi, ça a été assez surprenant de voir qu'en 5 ans, on a eu le temps de voir une espèce de turnover de jaguar, le règne, entre guillemets, d'un individu qui s'arrête et avec d'autres qui prennent la place. C'est pour ça que c'est aussi intéressant ce suivi, pour voir un peu, j'aurais imaginé ça, que la durée de vie d'un jaguar, que ça serait plus long. Donc voilà, globalement, pour le suivi global sur les 5 ans. Ensuite, donc là, c'est le nombre de passages qu'il y a eu de jaguar. À prendre un peu avec des pincettes sur les 4 ans, et pas 2022.
à prendre un petit peu avec des pincettes parce qu'on a une pression d'échantillonnage qui est irrégulière à ce moment-là. Là, en 2018-2019, il n'y a pas toujours le même nombre de pièges photos sur site. Ce n'est pas aussi les 6 stations que je vous ai montrées avant. Donc, ça influe quand même aussi beaucoup sur forcément le nombre de passages qu'on a. Si on a plus de caméras, on peut avoir plus de passages. Donc, on peut quand même voir un gros pic en 2019. Et en 2021, voilà, ça baisse. Seulement 32 passages, alors que pour le coup, c'est là où il y avait le dispositif le plus complet. En termes de nombre de jaguars par année, on en avait 9 la première année, et là, ça ne baisse pas drastiquement, mais on est quand même plutôt sur... c'est pas non plus des chiffres qui bougent beaucoup, mais plus que 6 individus sur l'année. Sachant que, on l'a vu, c'est le nombre d'individus qui passent. Ça peut être un individu qui est passé juste une fois, là, il est comptabilisé dans les 6. Et ensuite, la figure sur la gauche, c'est la répartition des différents passages de jaguars au fil des années. Donc ça, c'est une proportion. Donc chaque couleur, c'est un individu différent. Et ce qui est entouré en noir, c'est les femelles. Et ce qui est entouré en rouge, c'est les mâles. Donc on peut voir qu'on a toujours une répartition à peu près égale de la présence de mâles ou de femelles. On est à peu près en 3 quarts, 1 quart sur mâle-femelle. Là, ce qui n'est pas entouré, c'est jaguar NI, c'est les jaguars qu'on n'a pas réussi à identifier. Donc ça, c'est souvent la photo où il n'y a qu'un bout de queue ou quelque chose comme ça. On voit que c'est un jaguar, mais on n'a pas le pelage pour voir qui est-ce qui est passé ici. Donc pareil, c'est une part assez stable qu'on a tous les ans, qu'on n'arrive pas à identifier. Et ce qui est très net, par contre, c'est de voir justement l'augmentation de la présence de Sleepy qui prend le pas sur toutes les autres. Donc Sleepy, c'est l'individu qui est en bleu. On voit que là, il y a le mâle 2 qui était beaucoup présent en 2018, la première apparition de Sleepy, et ensuite, à partir de 2019, vraiment, Sleepy qui prend le pas sur tous les autres et qui est là, qui fait la moitié des passages de jaguar en 2021 et qui écrase presque tous les mâles présents sur place. Quoi. Donc ça nous montre qu'a priori, on avait effectivement un mâle dominant. Quoi. Ensuite, là, c'est les horaires de répartition des jaguars sur la ferme. Donc ça, c'est les heures de présence. On ne sait pas quand... c'est une photo de Sleepy, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment juste, c'est pas les horaires où ils sont éveillés ou pas, c'est vraiment quand est-ce qu'on les voit sur nos pièges photos, donc quand est-ce qu'ils sont présents sur la ferme. Donc, F, c'est pour femelles, donc on a 2 femelles et 4 mâles. Donc, pour ces horloges, en fait, qui se croisent le moins en termes d'horaire. Et si je reprends vite la diapo d'avant, voilà. C'est aussi les 2 mâles qui sont les présents sur les mêmes mois. Là, c'est Sleepy et en bas, c'est M7. Et donc, vraiment, c'est les 2 individus qui étaient présents au même moment en termes de mois, mais par contre, qui s'évitent complètement dans les horaires. Donc, a priori, ça nous pencherait à dire qu'il y a plutôt une tendance à s'éviter, à ne pas rentrer en conflit sur place. Donc, voilà pour globalement les premières infos qu'on a réussi à tirer du suivi sur la ferme. On continue encore de le faire, ce suivi continu, qui nous apprend plus sur la dynamique des individus entre eux. Maintenant, je vais passer à l'autre suivi qu'il y a eu cette année. Donc, c'est le suivi sur la réserve du Mont Grand Matoury. Donc, le Mont Grand Matoury, c'est une réserve qui est périurbaine. Elle est accolée à la ville de Matoury, ce qui engendre plusieurs conflits et tensions avec les particuliers. Parce que donc là, c'est le tour de la réserve. Et en fait, il y a vraiment des gens qui habitent directement, presque accolés à la réserve. Et il y a certains riverains qui ont déjà vu des jaguars dans leur jardin ou qui se sont déjà fait manger des chiens, ou voilà, plus souvent des chiens, d'autres choses, peut-être des poules. Et donc, et pour certains riverains, il y a une frange de la population qui pense que les jaguars sont présents à cause de la réserve. C'est le fait qu'il y ait une réserve à côté qui permet aux jaguars de proliférer. C'est peu possible parce que du coup, le domaine vital d'un jaguar, c'est 300 km². La réserve fait 20 km². Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. C'est un peu petit pour un jaguar. Mais on a quand même voulu savoir ce qui se passe dans la réserve en termes de jaguars. Qu'est-ce qu'on a comme individu?
Donc, on a fait un suivi sur place, donc avec les agents de la réserve du Mont-Ramatoury, évidemment. Et donc, on a essayé de se rapprocher sur un protocole d'estimation de densité de population, même si ce n'est pas possible d'estimer une densité, la zone est vraiment trop petite. Donc, on a placé 16 stations. Pareil, il y a toujours 2 pièges photos par station, donc ça fait le double de pièges photos. Et donc ça, c'est un suivi sur 4 mois, de novembre à février dernier. Le suivi sur 4 mois, dans l'estimation de densité, c'est pour faire l'hypothèse que la population qu'on va essayer de voir à cet instant, elle ne va pas bouger. Donc c'est pour limiter les décès et les naissances. C'est pour ça qu'il faut que ça soit assez long pour avoir une chance d'avoir les individus, assez court pour éviter qu'il y ait trop de changements dans la population. Alors pour le coup, sur la population de la réserve, on a 30 taxons, donc espèces et groupes d'espèces. Donc un peu plus de diversité que sur la ferme. Et par contre, on a une diversité de beaucoup plus de petites faunes. Là, je les ai enlevés du graphique parce que sinon, ils écrasaient toutes mes perspectives. Mais les 2 espèces les plus présentes, c'est les agoutis et les opossums. Donc, du coup, groupe d'espèces. Et c'est la moitié de tous les passages. Sur 1613 passages qu'il y a eu, 960 passages, c'est agoutis opossums. Donc, c'est vraiment eux qui sont le plus présents au sein de la réserve. Il y a quand même du coup 5 espèces de félins. Donc toujours puma, oslo et jaguar qui sont les plus communs, on va dire. Mais en plus, là, on a du jaguar ondi et surtout chamarguais. Donc c'est la photo qu'il y a ici. Donc c'est un félin qui est plutôt rare sur le littoral. C'est quand même chouette de le souligner. Et donc, on voit que ce n'est pas du tout le même genre de population qu'on a sur place qu'on a pu voir à la ferme. Beaucoup plus de petites faunes et de la grande faune présente, mais du coup en bien moindre quantité, entre guillemets, enfin, quantité de passage. Là, ici, j'ai regroupé donc, les 16 stations. Je les ai regroupées en 5 groupes différents. Je les ai regroupées grâce à un indice de diversité bêta pour que ça se regroupe du coup grâce à leur biodiversité, leur différence de diversité. Donc, on a 5 groupes différents. Le groupe 1, c'est un groupe de savane. Alors, c'est un groupe de savane, mais c'est un groupe un petit peu particulier dans le sens où c'est surtout une station qui est effectivement dans une savane, mais qui est à un goulot d'étranglement de la savane. Donc, de ce qu'on a vu, ça serait plutôt une zone de passage que vraiment une zone de savane où les animaux vont, pour être en savane, ce serait plus, on pense, pour traverser la savane. Les groupes 2 et 3, c'est les groupes de forêt. Et 4 et 5, c'est des groupes de mangroves. Et donc, on peut voir qu'il y a différentes espèces en fonction de nos milieux. Sur le groupe 1, donc plutôt la savane, on voit les grandes espèces. Un petit peu, ça ressemble un peu plus à ce qu'on a pu voir à la ferme, parce qu'il y a du grand tamanoir et du puma, du jaguar, du pécari à lèvres blanches, et en grande proportion. On n'a pas du tout d'agoutis, ni de tatou, ni d'opossum. Donc vraiment, on a de la grande faune. Alors que dans les espèces, dans le groupe 2 et 3, donc le groupe de forêt, on peut voir que agoutis, c'est ce qu'on a le plus. Agoutis et opossum. C'est vraiment ces 2 groupes, c'est les groupes qui font le truc global de la réserve. Globalement, du coup, c'est ce qui représente ce qu'on voit dans la réserve. C'est beaucoup d'espèces, parce que là, on ne voit pas trop, mais il y a beaucoup d'espèces qui sont peu présentes. On a quand même du puma dans le groupe 2, mais qui est vraiment très, très peu présent. Donc, beaucoup d'espèces, mais avec des grandes disparités, et vraiment, surtout, de la petite faune. Et dans les groupes 4 et 5, on retrouve les espèces de mangroves, avec beaucoup de coatis et du raton crabé. Puis on peut aussi noter l'apparition dans le groupe 5 de biche des palétuviers, qui est aussi une espèce très rare. On est content d'avoir pu voir à la réserve. Et donc là, si on revient un petit peu sur, du coup, si on se concentre un peu plus sur les félins à nouveau, ça c'est donc la carte de répartition des passages des différents félins sur la zone. Donc on a eu 18 passages de puma, 10 passages de jaguar, 6 d'oslo et puis du coup des apparitions plutôt de jaguar ondi, de chamarguais. Et on voit que presque tous les félins passent donc sur cette fameuse station en savane, donc c'est la station 1, donc qui fait le groupe 1. Donc vraiment, ils sont tous là. Il n'y a que le puma qui est un petit peu plus réparti sur la réserve, donc c'est en vert. On voit qu'il passe sur d'autres stations. Mais sinon, ouais, voilà, ça nous montre vraiment que c'est une station particulière. Et quand on passe aux individus de jaguars,
Donc, on a 4 jaguars différents. Un jaguar, le jaguar 8, ils ont nommé Jafar à la réserve du Mont Grand Matoury, qui passe 5 fois et qui est le seul individu, on le voit en bleu, qui est autre part que sur cette fameuse station 1 de Savane. Donc, c'est assez déroutant. Et là, on peut se demander un petit peu où sont les jaguars, en fait. Où est-ce qu'ils sont passés parce on les retrouve quand même au centre, enfin plus ou moins au centre de la réserve. Donc, on a loupé leur chemin d'accès à cet endroit-là. Donc, c'est un peu la question qu'on va se poser maintenant, c'est où est-ce qu'ils sont passés. Et ce qui serait intéressant, c'est que, bon, malheureusement pour nos hypothèses, ça tombe un petit peu à l'eau parce que Jafar s'est fait percuter par une voiture pendant le suivi. Donc, on sait que cet individu est mort, on ne va plus le revoir. Et on va essayer avec la réserve de mettre en place un suivi du coup avec moins de stations, mais qui ressemblera plus à ce qu'on fait à la réserve pour avoir un suivi sur le long terme, quelque chose de régulier pour voir justement, on a un individu qui est décédé, qu'est-ce qui se passe dans la réserve? Est-ce qu'on va avoir aussi rapidement un autre individu qui va prendre le pas, ou plusieurs petits individus, enfin pas petits, mais qui vont se partager la zone, qui vont être moins dominants? Voilà, ça, c'est des questions qu'on va se poser ensuite pour continuer ce travail-là. Donc voilà, ça c'était pour le suivi à la réserve du Mont Grand Matoury. Ensuite, cette année, on a mis en place aussi une estimation de la densité de jaguars sur le centre spatial. Donc on a le centre spatial qui est juste aux abords de Kourou. Et on a une convention avec le CNES qui nous permet de faire des suivis sur place parce que ça reste une des zones du littoral qui est le moins chassé. Donc, c'est vraiment pratique pour tous nos suivis. Et il y a 10 ans, en 2013, ils ont fait une estimation de la densité qui a fini par 3 jaguars pour 100 km² à peu près. Et donc là, 10 ans plus tard, on recommence. On a remis en place le protocole pour pouvoir comparer qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a une différence en 10 ans? Comment est-ce que ça a évolué? Donc la densité, ça nous donne une info qui est intéressante, mais bon, ça reste du coup la densité au sein du centre spatial. Donc c'est un endroit très spécifique de la Guyane, mine de rien. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire très souvent parce que c'est un protocole très lourd. Là, du coup, on a mis avec les collègues 3 semaines pleines, vraiment 15 jours ouvrés de terrain pour mettre en place 70 pièges photos. Donc voilà, ça reste un gros boulot et ça demande beaucoup de matériel. Et en plus, le problème, c'est que, comme on l'a dit, c'est que les jaguars, ils aiment aller sur les pistes. Donc, on les met sur les pistes et c'est quand même là où c'est le plus vulnérable pour la dégradation. Actuellement, on a déjà des vols, je suis pas fini, et on a déjà des pièges photos qui ont été volés. Donc, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas se permettre de le faire non plus trop souvent. Ça coûte un peu cher en matériel. Donc là, je les ai posés courant septembre et on ira les rechercher en février. Donc, courant l'année prochaine, on aura une nouvelle densité, une nouvelle estimation de densité pour les jaguars du centre spatial. Voilà pour ça. Et maintenant, le dernier point dont je voulais vous parler, donc c'est le projet Félix. Donc, c'est un projet qu'on a mis en place avec l'INRAE grâce au LABEX, qui est financé par le LABEX CEBA. Donc ça, c'est un projet en sciences participatives qui parle des fesses de félins. Donc, ce qu'on aimerait faire avec ce projet, c'est demander à tout le monde, à vous aussi, quand vous vous baladez en forêt en Guyane, de récupérer des fesses de félins. Les fesses, ça nous permet d'obtenir du coup de la matière organique d'espèces qui sont assez discrètes et qu'on ne voit pas souvent, pour lesquelles c'est compliqué d'avoir des informations. Et dans les crottes, on a du coup l'ADN de la personne, de l'individu qui a fait la crotte, mais également de ce qu'il a mangé. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur la structure de population, la diversité génétique. On peut identifier les individus, savoir leur sexe et leur relation de parenté. Donc éventuellement une consanguinité, pour voir l'état de la population à l'échelle de la Guyane. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait à l'échelle du centre spatial encore. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire. Donc sur la carte, on voit tous les points d'échantillonnage qu'on a eu sur le centre spatial. Et ça, c'est les études à côté que Niklas a pu sortir de ces échantillons. Donc on a je ne vais pas trop m'épancher dessus parce que Niklas et aussi Maxime Klein qui a fait son stage l'année dernière, donc il a fait une présentation, mais on a pu sortir donc des régimes alimentaires des différents félins
Et en dessous, c'est les liens de parenté des différents individus. Donc ça, c'est une information qu'on a à l'échelle du centre spatial. Et ce qui serait intéressant, ça serait de l'avoir maintenant à l'échelle du littoral et même de la Guyane, pour savoir un peu plus, avoir une idée de combien d'individus on peut avoir sur la Guyane, quelles sont leurs relations de parenté entre eux. Pour du régime alimentaire aussi, là on est sur le centre spatial, donc vous voyez un peu les espèces, on n'a rien de domestique. Donc on est aussi curieux de savoir quelle est la part des animaux domestiques près des exploitations. Donc c'est tout ce qu'on... Donc j'en appelle à vous pour me ramasser, quand vous allez vous balader, plein de crottes de félins. C'est très simple de ramasser des crottes de félins. Le protocole, il tient sur une diapo. Donc, il faut trouver une crotte. C'est la première étape. Peut-être pas la plus facile, effectivement. Et ensuite, alors, si vous pouvez prendre des photos avec une échelle, un truc que vous avez, dont vous savez la taille, c'est super. Et le plus simple, c'est avec un sac plastique, comme on voit Stéphanie Barthes en train de le faire. Je pense que si vous avez des chiens, vous avez déjà dû faire ce genre de manœuvre. Vous retournez le sac pour l'avoir comme un gant. Il ne faut pas toucher à main nue les crottes, que ce soit pour vous ou pour nous, parce que sinon on va se retrouver avec de l'ADN humain dans nos crottes et on va s'inquiéter un petit peu. C'est pas la peine. Et donc vous récupérez la crotte. Il faut marquer les différentes informations sur le sac, donc la date, le nom du préleveur. Si vous avez un GPS sur vous, le point GPS c'est top. Le lieu dit, même si vous avez un point GPS, comme ça nous permet de savoir. Il faut juste que si vous n'avez pas de point GPS, qu'il soit le plus précis possible. Et est-ce que c'était frais, est-ce que c'était sec, un petit peu, pas obligé de partir très loin. Mais... Et ensuite, quand vous rentrez chez vous, il faut les mettre au congélateur et vous me prévenez le plus tôt possible pour que je récupère vos crottes de félin. Une petite quantité par échantillon, c'est suffisant. Si vous voyez vraiment un gros amas, ce n'est pas la peine de tout prendre. Et puis un sac, ça sera amplement suffisant. Par contre, si vous voyez plusieurs petits tas, qui sont assez éloignés, il faut différencier les tas. C'est un sac par tas, parce que si ce n'est pas la même espèce ou le même individu, nous, après, on ne peut plus séparer. Donc, faut pas séparer. Il y a une page Facebook qui a été ouverte cette semaine, qui s'appelle Félin de Guyane. Donc, allez voir et posez des questions, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer des petits exemples pour reconnaître donc les crottes de félin. La meilleure diapo de cette présentation. Globalement, c'est plutôt des boudins qui deviennent blanches au soleil. Donc ça se voit bien sur les pistes. C'est souvent ce qu'on a le plus souvent, c'est en fait en voiture, un truc blanc qui flash sur une piste, c'est une crotte de félin qui est asséchée. Ça peut aussi se trouver, c'est la photo tout à droite pour vous en haut. Donc on le voit à peine, mais c'est sur un petit layon de feuilles. Donc en forêt, c'est un peu plus compliqué. Ça se dégrade beaucoup plus rapidement et il faut avoir l'œil. Mais du coup, voilà, ça peut avoir des tailles assez diverses. On ne peut pas reconnaître l'espèce, c'est-à-dire que les collègues ont déjà eu des surprises sur un énorme caca qui s'est avéré être de l'oslo au final. donc voilà, il y a plein de choses possibles et différentes. Ça se reconnaît assez facilement les crottes de carnivores parce que, alors, ne mettez pas vos mains dedans, mais on peut voir à l'œil, en fait, s'il y a des poils à l'intérieur, des petits os et ce genre de choses. Globalement, carnivore, herbivore, ça se reconnaît assez bien à l'œil. Et ensuite, si jamais vous avez un doute et que ça ressemble à peu près du boudin, c'est le plus probable. Disons qu'il y a pas mal d'animaux aussi, je pense au fond-bois, ce genre de choses, qui font plutôt des petites boules, quoi. Le tapir, c'est des grosses boules, ce genre de choses. Ça a évité. Mais si vous avez un doute, il vaut mieux prendre un truc qui n'est pas du félin que passer à côté d'une crotte de félin. Donc voilà, je compte sur vous pour nous ramener vraiment tous les trésors que vous trouvez pendant vos balades. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Vous avez des questions dans la salle virtuelle. Ta présentation est fortement axée sur le jaguar, mais les données de présence montrent que le puma est, dans les deux sites au moins, était l'espèce aussi, sinon un peu plus fréquente. Et les données de régime alimentaire que tu montrais à la fin sans les détailler montrent qu'ils ont les mêmes régimes alimentaires ou presque les mêmes régimes alimentaires dans des conditions naturelles. Et du coup, la question que je me pose et que je te pose, c'est est-ce que le jaguar n'attaque pas les espèces domestiques ou s'il est, et pourquoi?
Et s'ils les attaquent, est-ce que vous ne les suivez pas parce que vous n'arrivez pas à les reconnaître ou pour d'autres raisons? Alors du coup, est-ce que oui, j'ai l'impression que ça fonctionne. Non, je regardais si ça marchait le micro. C'est pour le puma, Oui, la oui, question. j'ai bien compris. Alors du coup, il y a, en fait, mine de rien, les suivis qu'on fait, c'est un peu axé jaguar parce que c'est culturellement ce qui est le mieux connu. Voilà. Mais au final, on le voit dans les données, ça marche. On suit les deux en même temps, au final. C'est-à-dire, on a les données, elles n'excluent pas jaguar ou puma parce qu'ils passent aux mêmes endroits. On les a aussi sur les pièges photos. Et dans les crottes, comme on ne les différencie pas, on les a aussi dans les crottes. Donc, la seule grosse différence, c'est qu'en fait, là, le puma, on n'a pas l'information à l'individu en piège photo. C'est-à-dire que je ne peux pas reconnaître un individu de l'autre. Donc, ce que je peux faire avec le jaguar en disant, bah, lui ne passe plus, lui est sûrement mort, et là, j'ai des nouveaux individus, je ne peux pas le faire avec le puma. Parce que j'ai juste l'information, un puma qui passe. Donc, c'est ce côté-là qu'on ne peut pas faire. Après, en termes d'attaque sur du bétail, bah, certainement, certainement qu'eux aussi attaquent et que eux aussi sont dans les mêmes problématiques que le jaguar. C'est juste que le jaguar, c'est un côté culturel, un peu plus, c'est plus connu tout simplement, quoi. Et c'est plus une impression, ça, on n'est pas sûr. Le puma a l'air d'être aussi une espèce qui est plus farouche, entre guillemets. Beaucoup moins de gens disent avoir des pumas que des jaguars. Beaucoup de gens ont déjà vu des pumas dans leur jardin, des jaguars, pardon, en tout cas dans les endroits où ça arrive, que des pumas. Donc, peut-être. Et c'est pour ça aussi que Philips, c'est quelque chose qui va être intéressant, c'est que ça va nous donner justement cette information à plus large échelle de est-ce qu'ils attaquent aussi le bétail ou pas. On verra dans leur crotte, est-ce que dans le régime alimentaire, on va aussi, si tu veux intervenir. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais du coup, il n'y a aucune façon de différencier une attaque de puma d'une attaque de jaguar, quoi. Ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas ma spécialité, mais pas à ma connaissance. Alors, précisément, on veut tester en prenant l'ADN de la salive dans les carcasses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait tester sur Philips. C'est possible, mais en fait, on a besoin que les éleveurs nous appellent quand ils ont une attaque pour qu'on puisse aller prélever l'ADN dans la blessure pour pouvoir savoir si c'est du jaguar, si c'est du puma, et identifier aussi l'individu. Mais on a besoin de la collaboration des éleveurs. Juste une petite remarque, du coup, ça corrobore ce que je pensais. Et le truc, c'est qu'en termes de dynamique des individus que tu suis, toi, tu restes sur l'éventuelle compétition intraspécifique, les jaguars, la présence de mâles jaguars, de mâles dominants, etc. Mais s'ils ont exactement la même niche trophique, on ne peut pas exclure de la compétition interspécifique aussi dans la dynamique. Ça doit exister certainement. Là, je ne voulais pas montrer, mais sur les petites horloges de différence de temps de présence sur la ferme, la différence puma jaguar, le jaguar est beaucoup plus nocturne que le puma. Pardon. Donc, le puma est plus nocturne que le jaguar en général. Donc, a priori, c'est ça qu'on a l'air de se dire, c'est qu'il y a de la compétition et le puma est plus nocturne. Le jaguar, il vient aussi la nuit, mais c'est un peu plus, ça a l'air, en tout cas, les données qu'on voit, un peu pas forcément spécifiquement nocturne. Aussi, au niveau du régime alimentaire, à l'intérieur du CSG, entre le jaguar et le puma, en fait, le puma a un régime alimentaire beaucoup plus divers que le jaguar. Le jaguar, c'est assez réduit, en fait. On a beaucoup moins de crottes de puma que de jaguar, mais la diversité de proies chez les pumas, c'est beaucoup plus grande que chez les jaguars. Et aussi, ils attaquent des proies beaucoup plus petites que les jaguars. Donc, en fait, ils ne sont pas identiques, les régimes alimentaires entre les deux. Cependant, à l'intérieur du CSG et les crottes que nous, on a. Pour le puma, on a une douzaine de crottes, alors que pour les jaguars, on avait une cinquantaine. Donc, c'est ça aussi, dans les crottes, le puma, on n'a qu'une crotte par individu. Toutes les crottes qu'on a, c'est un individu différent, contrairement au jaguar. Donc, c'est aussi une question de nous, le ramassage des crottes, comme vous l'avez vu fait sur les photos. Ça se voit beaucoup mieux sur les pistes. Et donc, puisqu'on a l'impression sur les pumas qui sont plus discrets, peut-être qu'en fait, juste, ils font moins leurs besoins sur les pistes, ils font plus en forêt, et du coup, ça nous fait un petit biais de sélection.
Euh, Moi, je voulais savoir au niveau de tout ce qui va être attaque sur les corps de ferme, est-ce que l'État français fait de l'indemnisation au niveau des individus qui sont morts? Et aussi, est-ce qu'il y a eu des études du coup de tout ce qui est effarouchage sur les individus qui poseraient problème sur les attaques au niveau des fermes? Alors du coup, non, il n'y a pas d'indemnisation sur les attaques de félins en Guyane. Et oui, il y a eu des études. Ça, c'est l'association ISA qui s'en occupe. HISA. C'est une association de coexistence homme-jaguar qui s'occupe justement de faire de la prévention, d'aller voir les éleveurs. C'est l'association à téléphoner si vous avez des attaques pour leur prévenir et qui font justement le comptage du nombre des attaques et qui mettent en place qui aident en tout cas les éleveurs à mettre en place des mesures barrières pour, pour empêcher l'attaque. Ce qu'on peut faire actuellement, c'est de prévenir les attaques, pas faire grand-chose d'autre. Et du coup, les méthodes, c'est quoi? C'est genre pose de clôture avec potence de chien? Alors le chien, c'est Ouais, pas ce qui marche le mieux parce que ça se fait manger. Mais effectivement, les différentes que j'ai en tête, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans, effectivement, c'est de la pose de clôture qui, pour le coup, est un petit peu contraignante parce que c'est des fils électriques qui sont... il faut mettre le bon nombre de fils électriques vraiment à la bonne différence entre les différents fils, sinon ils peuvent passer au-dessus, en dessous. Il faut bien désherber régulièrement sous les fils électriques. Enfin, voilà, ça demande un entretien très lourd, mais qui est faisable. Je pense que ça dépend aussi des exploitations. Il y a des tests sur des ânes, mais pareil, c'est des choses qui prennent du temps. Les ânes, a priori, ça serait une bonne idée. En tout cas, c'est ce qui se fait dans d'autres pays du monde. Pas spécifiquement jaguar, du coup, mais pour les attaques de félins. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait peur, et du coup, ça peut vachement prévenir. Mais c'est des choses qui mettent du temps parce qu'il faut que l'âne soit habitué au troupeau et qu'il se sente dans sa famille, entre guillemets. Et par contre, pour les chiens, il y a aussi des tests d'une race de chiens qui s'appelle Kangal, il me semble. Ce sont des chiens énormes et qui, du coup, aideraient aussi pour ça. Ouais. Mais oui, de ce que Stéphanie disait, c'est que les chiens doivent être élevés avec le troupeau. Et en fait, il peut pas être, et en fait, il faut l'élever depuis qu'il est petit. Donc, en fait, il y a toute la phase de grandissage du chien, dans lequel le chien il est très, très sensible à être mangé par le jaguar. Donc, c'est un peu compliqué à mettre le système en place. Mais je pense qu'une fois que le chien est grand, et puis après, tu rajoutes des petits chiots, ben, une fois, donc là, ça marche. Mais la mise en place les premières 2 années, c'est un peu compliqué avec ce système de chien et âne. Parce que aussi l'âne doit grandir depuis petit dans le troupeau. Et donc, du coup, il y a une phase dans laquelle il se fait bouffer. Il y a peut-être d'autres mesures que je n'ai pas en tête aussi. Eh ben, à Co, ils ont des chiens errants qu'ils alimentent. Et en fait, ils laissent les chiens errants comme. Ouais, donc on fait comme ça, quand le jaguar arrive, il mange des chiens errants et pas leur bétail. Voilà. L'éthique, tout ça. Donc ça, je trouvais ça quand même assez intéressant que tu voyais une quinzaine de chiens errants. Et voilà. Ça ne doit pas être dangereux de se balader dans le coin. Alors, j'ai une autre question sur le suivi de la ferme, là. D'ailleurs, c'est assez remarquable, hein, ce suivi-là. Sleepy, là, vous lui donnez un nom parce que vous l'identifiez souvent ou parce que vous lui mettez une balise ou... Ouais, les jaguars qui ont des noms, donc il y en avait 2 sur la ferme, c'est Sleepy et Jiffy. C'est quand il y avait des captures, en fait. À une époque, il y avait des captures et tous les individus capturés, du coup, sont baptisés. Les captures, après, on met un collier GPS qui permet de les suivre, de voir où est-ce qu'ils se déplacent tout le temps. Ce que j'ai fait en termes d'horaire sur la ferme, ça permet de le faire tout le temps à l'échelle d'un individu. C'est quelque chose qui ne se fait plus parce que c'est très compliqué de capturer des jaguars. C'est humainement pas tenable pour les équipes qu'on est. Et on a des problèmes avec les colliers GPS qui ont beaucoup de bugs. Parce qu'il y avait une photo, on le voit. On le voit avec le collier. Et du coup, la question, c'était... donc, il arrive, OK, il part, mais il part quand même brusquement, en fait. Il part parce qu'il a été prélevé, parce que... Écoute, c'est ma plus grande peine de cette année, c'est que je ne sais pas où est Sleepy. Je ne sais pas. Il n'avait pas son collier, du coup. Le collier ne fonctionne plus, c'est le problème qu'on a. Il a un collier qui ne fonctionne plus, qui aurait dû tomber au bout d'1 an. Ça fait plus d'1 an qu'il l'a, et donc on n'a plus aucun repère. Donc voilà, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est peut-être mort, soit naturellement, soit il s'est fait tirer dessus, soit en accident, on ne sait jamais. Peut-être qu'il s'est fait chasser, entre guillemets, par un autre jaguar. Peut-être que, vu qu'il n'y a plus de bêtes,
Sleepy, de l'impression qu'on avait, c'était quand même un individu qui était toujours dans le coin quand il y avait des attaques. Donc, on n'est pas sûr, parce qu'on ne peut pas être sûr, mais on imagine que c'est lui qui était à l'origine de beaucoup de ces attaques. Et vu qu'il n'y a plus rien à attaquer à la ferme, peut-être aussi qu'il est parti parce que c'est plus dans son régime. C'est que des hypothèses, on n'en sait rien. Ok, parce qu'en fait, s'il a vraiment un domaine vital de 300, c'est combien? 300 km²? 300 km. C'est assez énorme en fait. Mais du coup, la ferme, ça représentait quoi en fait dans ce domaine? Bah là, alors je sais plus la taille de la ferme en elle-même qui est très grande, mais là où j'ai des pièges photos, c'est que le plus lointain, il est à 3 km de la ferme. Donc c'est tout petit. Mais on a pu voir, j'ai pas les données là, mais quand le colis fonctionnait, il a quand même fonctionné à un moment, c'est que c'était le cœur de son territoire, la ferme. Et c'est ce dont on peut se douter, vu qu'on le voit passer très régulièrement. C'est très petit. C'est pour ça que le fait qu'il ait peut-être pu être chassé par un autre jaguar dans une autre partie de son territoire, entre guillemets, c'est pas impossible non plus. Et après, j'avais une dernière remarque sur les histoires de. Tu dis que tu avais des données, tu n'étais pas très sûr parce que parfois tu avais plus ou moins de pièges. En fait, ça, c'est facile à régler. Tu peux juste dégrader tes données, et puis à la limite, tu fais. Enfin, tu dégrades ça de manière un peu aléatoire, ça te donne en plus une part de confiance sur ce que tu as perdu comme info quand tu as moins de pièges. Ok, bah, je suis très preneuse de ce genre d'informations parce qu'effectivement, là, ça reste des. C'est plus de la stat descriptive ce que j'ai fait qu'autre chose. Et justement, si vous avez des idées ou de l'expérience, je suis preneuse aussi de faire. Je suis les cours de bayésien cette année pour m'aider là-dedans. Mais je suis vraiment preneuse en fait de réussir aussi à les. Enfin, on a quand même beaucoup d'informations et j'aimerais bien les valoriser un petit peu plus que ça, quoi. Donc, vraiment partante pour toutes les infos possibles. Non, j'avais juste pas, en termes de stade, justement, j'avais pas très bien compris ta formation de 5 groupes avec les savanes, forêts et mangroves. J'ai pas compris comment tu as créé tes groupes en fait. J'ai fait c'est de la calcul de diversité bêta qui m'a donné un arbre de différence et tu coupes dans l'arbre et c'est les 5 groupes que ça m'a donné. Ah oui, ok. Moi, elle est où la ferme, Manoir? Elle est sur la piste de Sinnamary, pas du tout, Montignery, sur la piste Risquetou. Risquetou ouest. C'est un peu plus loin que le zoo. Risquetou, je connais bien, en fait. Ok. C'est un peu plus loin que le zoo. Et il y a beaucoup de fermes autour ou pas? Ouais, c'est une zone agricole. Je ne connais pas exactement ce qu'il y a autour, mais ouais, c'est une zone agricole. Oui, il y a un parcelle Parce que ONF c'est une avec piste du bois de ONF. rose. Ok, donc en fait, c'est pas seulement la ferme, mais probablement ils visitent toutes les fermes à côté. Et c'est possible. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'informations sur les attaques alentours. Ça reste des informations très sporadiques. Ok. Et la collaboration avec la ferme Manoir continue? Oui, tout à fait. Bah, du coup, c'est notre. Alors maintenant, c'est plus dans un contexte de coexistence, vu que en plus depuis il y a l'association ISA qui s'est mise en place qui s'occupe de ça. Et en plus là les attaques, ils ont eu des attaques sur des singes récemment qui nous ont beaucoup étonnés vu que c'était jamais arrivé. Mais donc là moi mon boulot c'est notre zone de suivi, quoi. C'est pas moi qui m'occupe spécifiquement en coexistence. Mais par rapport aux singes, c'était les pumas qui avaient des singes dans leur régime alimentaire, pas les jaguars. Après là elle a vu c'est probablement un problème avec des jeunes parce que sur la zone quand elle a vu les jaguars les singes morts, il y avait des pattes de tailles différentes, donc très certainement une mère et son petit. Ça se fait pas mal au niveau des attaques sur la faune, ne sont pas domestiques les singes, mais plus facilement accessible pour apprendre aux jeunes à chasser. Donc c'est l'hypothèse qu'on a, même si pareil. Ok. J'ai pensé à quelque chose que j'ai oublié de vous demander aussi. Si vous avez des photos de jaguars, envoyez-les moi, comme ça, sur le Facebook, on mettra ça aussi en avant. C'est justement pour reconnaître les individus et ce travail de FSS tout autour de la Guyane, si on peut l'avoir en termes d'individus et de tâches, c'est très chouette. Donc si jamais vous vous baladez et que vous avez la chance de voir un jaguar et de prendre ces belles tâches en photo, je suis carrément preneuse. Il faut absolument les 2 flancs en fait. Juste avec la tête ou machin, vous n'y arrivez pas. Alors la tête c'est plus compliqué, ça se fait, mais c'est un peu plus compliqué. Les 2 flancs c'est pour éviter d'avoir des doubles
et qui avait mis des pièges photos partout et qui en Ouais. avait vu pas mal. Tout à fait. Celui-là, c'est avec Cécile. voilà. Je vais avoir toutes les photos de félins de Paris. C'est cool. Et j'ai déjà mis plein de photos qui servent à rien dans ma présentation. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un tout petit détail. Dans tes pièges photos sur le CSG, il y en a un qui n'est pas sur le CSG, qui est sur la route des PK. Ouais, c'est ça. Alors ça, du coup, on a essayé de coller au... En fait, mine de rien, le CSG, il déborde aussi un petit peu de la RN1. Il y a aussi des parties du CSG qui sont hors de la RN1. Ouais. Pas là où il y a des gens qui habitent, enfin, à part les habitations illégales, mais ouais, il y a des coins, c'est super grand, le centre spatial. Et du coup, on a repris les points d'il y a 10 ans pour coller au mieux. Donc, pour être franc, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un point là-bas, mais du coup, je l'ai fait aussi pour pouvoir... C'est peut-être parce qu'il y avait des attaques, effectivement. Il y a justement des crottes qui viennent des PK et c'était pour voir si l'individu qui avait mangé sur les PK, on le retrouvait sur le centre spatial aussi. Mais oui, il y a des crottes qui viennent des PK. C'est pour ça qu'il y a un point au niveau des PK. Oui, on avait... Il y avait le CSG, mais il y avait aussi quelques points. Il y avait les PK, il y a CO, enfin, après quelques crottes qui viennent. Dans les pièges photos, peut-être qu'ils ont mis un piège photo où le jaguar est passé dans le poulailler et a mangé. Le protocole de... Pas forcément, parce que tu vas vers Matiti, il passe de Matiti, il traverse vers le Kourou et... oui. Ouais. C'était la question initiale quand quand Cécile et Rachel sont venus nous voir. C'était la question initiale parce qu'ils disaient que c'était les jaguars du CSG qui venaient manger leur bétail et après se cacher dans le CSG. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir pour voir si on pouvait détecter des proies domestiques dans les crottes à l'intérieur du CSG. En fait, à l'intérieur du CSG, on ne trouve pas de proies domestiques. Mais par contre, dans les proies qui étaient prises dans les PK, oui, là, c'était plein de chèvres, moutons, chiens. Et pour répondre à la question de Stéphane, il y a eu un prospectus, un magazine qui a été fait qui justement différencie les attaques de pumas et de jaguars au niveau du bétail. Ouais. Ouais, il y en a un qui attaque plus à la gorge, l'autre, je ne me souviens plus, mais il y a eu. Vous en avez plein. Tu m'en parles, il en je me reste souviens. plein. Je peux fournir ce petit fascicule. Je n'ai pas pensé à l'amener. Le jaguar, c'est la tête. Craque le crâne. Pas forcément. Pas forcément. Enfin, puis après, sur les moutons. Enfin, mais il y avait eu ça qui a été distribué justement chez les éleveurs. Et du coup, pour répondre à la question de Jérôme, le protocole de la densité, c'est de mettre des stations là où on sait qu'il y a la présence de jaguars, parce que le but, c'est de les trouver, c'est de les avoir en photo, et ensuite de remplir les trous pour que pour qu'il n'y ait pas de trop grosses zones sans piège photo, pour qu'ils ne puissent pas passer vraiment dans des zones sans qu'on les voit. Donc, s'il y a eu des attaques, j'imagine que c'était un point où ils étaient presque sûrs d'avoir du jaguar. Il devait y avoir ce point-là. OK. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup.